toi, Alexandre Marchand, étudiant à l'UQTR, que je connais très bien, Oui, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette occasion-là, de transmettre justement ton savoir que tu es en train d'acquérir, de récolter d'acquérir. présentement? Ben, premièrement, merci de me donner cette opportunité-là. Je trouve ça super intéressant. Évidemment, moi qui aime beaucoup ça parler, ça tombe très, très bien de pouvoir le faire aujourd'hui. Une chance qu'on est chacun à notre tour, par exemple, ça va te donner l'occasion de s'écouter mutuellement. Ben, je trouve que c'est une excellente opportunité autant pour moi que pour les autres. Je suis désolé pour ceux qui vont écouter, mais moi, ça m'a permis un très, très bon retour dans mes sources, puis un petit peu dans l'historiographie du régime seigneurial, justement, parce que c'est une histoire qui est extrêmement longue. C'est une histoire qui comprend beaucoup, beaucoup d'éléments, parce que le régime seigneurial, l'occupation de la terre, son exploitation, ça reste un petit peu la base de la société, puis la base de la société rurale aussi, évidemment. Donc, ben, je trouvais ça super intéressant, en fait, de venir en parler aujourd'hui. En voyant les deux autres intervenants, je me suis dit que, évidemment, ça tombait très, très bien parce que je me spécialise. Ben, on se comprend, je me spécialise chez étudiant à la maîtrise, donc je parfais ma spécialisation sur le régime anglais. Moi, j'étudie plus spécifiquement un seigneur et une seigneurie dans ce contexte-là, juste avant l'abolition en 1854 du régime seigneurial. Donc, un petit peu plus comprendre comment on utilisait la terre, comment les seigneurs utilisaient leur seigneurie dans cette période-là un petit peu plus trouble. On le sait, il y a des rébellions patriotes qui arrivent en 37-38. Donc, comment justement ce régime seigneurial-là, même à la suite de la conquête qu'on appelle le régime anglais, comment il se développe, comment il survit en fait à cette transition de pouvoir-là. On parle quand même d'un système qui est hérité de notre métropole française à l'époque et qui va être reprise indirectement par une nouvelle métropole anglaise, en deux nations qui ne s'aimaient pas nécessairement à l'époque. Donc, voir justement, peut-être faire une certaine synthèse en fait de ces pratiquement 100 ans-là de régime seigneurial de 1760 à 1854, le régime anglais, bien évidemment. Puis, ben, encore une fois, merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire ça. Merci beaucoup, Alexandre. Maintenant, je Donc, vais céder la parole à Alexandre Marchand. Alexandre, la parole est à toi. je vais vous partager mon deuxième écran. Ce ne sera pas bien, bien long. Je vais vous mettre mon PowerPoint. Là, ce ne sera pas long. Vous allez voir un cadastre un petit peu moins intéressant quand même pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Donc, comme je me suis présenté initialement, je m'appelle Alexandre, je suis étudiant à la maîtrise actuellement à l'UQTR. Puis là, comme il est écrit à l'écran, ça aide un petit peu à savoir ce qui va se passer. Je vais vous parler du régime seigneurial anglais qui fait suite un petit peu aux propos de M. Laberge puis de Mme Brun. Évidemment, parce que le régime seigneurial, éventuellement, c'est une continuité. C'est quelque chose qu'on a hérité des colonisateurs initialement qui a été implanté en France au début du 17e, donc des années 1600 environ. Ben, ce régime-là, il va continuer à se développer au courant de la population, de l'habitation des gens qu'on va avoir ici. Puis éventuellement, il y a un élément assez important dans l'histoire du Québec, ben, la Nouvelle-France, évidemment, la conquête. En 1760, on perd la guerre ici sur le nouveau territoire. Ça continue en Europe pendant environ 3 ans, mais on devient officiellement une colonie anglaise. Donc, on est désormais sur un territoire initialement colonisé par des Français, qui a été implanté avec un mode de tenue seigneuriale qui est hérité évidemment de l'ancien régime de France, qui est désormais occupé par des Britanniques et des Canadiens français et géré par une nouvelle puissance qui, eux, n'ont plus le régime seigneurial et n'en ont à peu près jamais eu sous cette tenure-là exacte, comme on l'avait avec Mme Brun. Évidemment, il y a des systèmes de tenure de terre, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on va avoir en Angleterre à l'époque. La terre, elle est beaucoup plus accessible. On l'a tout simplement de manière marchande, en l'achetant ou en se la vendant de ces manières-là. Tandis que pour avoir une terre, à l'époque, en Nouvelle-France, il faut se la faire concéder, en hériter de son père, mais c'est toujours le seigneur qui a l'autorité territoriale. C'est lui qui décide à qui il va concéder ses terres. Donc, qui ne veut pas accéder à la terre comme il peut. En plus de ça, on a une petite photo ici d'un personnage que j'affectionne particulièrement du nom de Gaspard Aimé Massu, parce qu'évidemment, faisant ma maîtrise actuellement, c'est sur cette personne-là que je vais le faire, qui est un marchand, qui va être seigneur de Beauchemin-Ouest, Beaumaris-Ouest, Saint-Charles et la seigneurie de Bon-Secours dans les années 1830 à 1854 au moment de l'abolition. Donc, je vais faire plusieurs exemples, je vais faire plusieurs références à cette personne-là. Donc, ça va être un petit peu notre valeur étalon pour déterminer comment que ça va se passer vers la fin du régime seigneurial. Donc, je vous l'introduis maintenant, mais il va revenir juste un petit peu plus tard parce que ce que je vous invite à faire aujourd'hui, ça va être une espèce de petite synthèse, en fait, sur le régime seigneurial anglais, un peu voir comment le régime seigneurial, il évolue et se développe justement sous ces nouvelles autorités-là avec un ancien système. À partir de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vous présente ici un livre très, très intéressant qui s'appelle Brève histoire du régime seigneurial de Benoît Grenier. Pourquoi je vous le présente? Parce que des synthèses en histoire seigneuriale, au final, surprenamment, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça reste une période qui est extrêmement étendue, qui touche à absolument tous les aspects de la vie sociale rurale de l'époque. Donc, c'est un sujet qui est très, 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 très vaste. Donc, en faire une synthèse correcte. Ça n'a pas été fait très, très souvent. C'est un livre qui a été publié en 2012, donc c'est à partir de ça que je vais me référer pour tous les éléments historiographiques pour éviter d'avoir à faire des références à chaque fois que je vous parle de telle ou telle date. Ça va être l'élément qu'on va utiliser. Puis d'ailleurs, je vous invite fortement à vouloir le lire si ça vous intéresse de comprendre le régime seigneurial. Je crois que
C'est l'ouvrage de référence actuellement pour mieux comprendre comment tout ce système-là s'est développé et a évolué au courant des années. Benoît Grenier, qui est aussi professeur d'histoire, si je me souviens bien, à l'Université Sherbrooke, donc une référence en la matière, bien évidemment, et un historien très, très prolifique sur la question dans les dernières années. Bien, pour commencer, on va commencer justement par cet événement-là très, très grave et très, très important, la conquête. Ce que la conquête, ça signifie au niveau politique, c'est que là, ce n'est plus des autorités canadiennes, des autorités françaises, évidemment, c'est rendu des autorités politiques anglaises qui vont prendre contrôle de la colonie. Bien, ça, ce que ça signifie, c'est qu'étant donné que l'Angleterre, elle, n'utilise pas la concession seigneuriale, bon, on arrête d'en concéder des terres, tout simplement, puis on se met à donner des territoires dans francs et allures roturiers, pas exactement comme ça au début, mais c'est à peu près la même chose. Ça va être des terres en francs et commun stockage qui vont être concédées par l'Angleterre. La dernière concession d'une seigneurie se fait donc en 1762. Il va y avoir certaines exceptions au courant des années. Il y a certains territoires qui vont devenir des seigneuries par la suite, mais au niveau des concessions par le gouvernement à un seigneur, la dernière se fait en 1762, avant la fin de la guerre. Ça, ce que ça signifie pour notre territoire seigneurial, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont quitter, puis il y en a des nouveaux qui vont arriver. Donc, on a une transformation de la classe seigneuriale qui, un petit peu comme M. Laberge l'a mentionné, on voyait ça de manière très, très homogène et à peu près identique, mais au final, il n'y a pas un seigneur qui est identique à un autre du même moment qu'un paysan est différent de tous les autres paysans. Ça va être la même chose qu'il y a ici. La diversification qu'on va avoir beaucoup initialement, ça va être au niveau ethnique, parce qu'il y a une très, très grande partie des élites seigneuriales qui vont quitter. Pas juste seigneuriales, hein, les élites françaises, tout simplement, vont partir. Pratiquement le tiers vont s'en aller de la colonie ici, qui est désormais un petit peu plus hostile aux opportunités. Donc, on parle d'une diversification ethnique où est-ce qu'on va avoir beaucoup de seigneurs anglais qui vont racheter des seigneuries françaises. Donc, on peut le voir juste en dessous, entre 1760 et 1766, donc dans une période de seulement 6 ans, on a 44 seigneuries qui sont mises en vente sur le territoire, dont une très, très grande partie vont être rachetées par des Britanniques, donc 29 %. La majorité de ces Britanniques-là, évidemment, ça va être deux types de personnes. Des militaires qui sont venus ici pendant la guerre, qui vont racheter ces seigneuries-là pour s'établir de manière permanente, ou des commerçants qui commencent à flairer un petit peu les opportunités maintenant que la terre elle est beaucoup plus accessible. On n'a plus besoin de passer par le seigneur pour avoir l'obtention d'une terre dans ce système-là. Donc, les personnes qui sont en quête d'enrichissement, ben, c'est par là qu'ils vont passer parce que la terre seigneuriale, ça permet quand même un monopole sur le territoire et sur les ressources qui s'y trouvent. Donc, pour les commerçants qui veulent évidemment se débarrasser de leur surplus et n'en produire, c'est ce qu'on va aller chercher beaucoup. Ça devient très, très intéressant d'avoir ça. Bien, ces 44 seigneuries-là qui partent en fait et qui tombent entre les mains de seigneurs britanniques, c'est une très, très grosse proportion du monde seigneurial. À l'époque, c'est pratiquement 27 %, donc un petit peu plus que le quart des terres qui changent de main ethniquement parlant. Bien, au niveau judiciaire, ça veut dire aussi beaucoup de choses. On a parlé que la terre, elle est associée à beaucoup de droits à l'époque. Un des droits les plus importants qui va quitter, ça va être le droit de justice. Donc, à l'époque, c'est les seigneurs qui s'occupent de rendre justice directement sur leur territoire. Bien, les lois françaises, elles ne sont pas conservées à 100 % au moment de la conquête. Donc, maintenant, les seigneurs ne pourront plus faire justice comme ils veulent. On va y revenir sur la prochaine diapositive. Donc, la proclamation royale de 1763 qui va suivre à la fin de la conquête. On ne l'abordera pas vraiment parce que ça ne touche pas exactement au monde seigneurial. Ça va toucher à tout l'aspect politique, évidemment, mais pour ce qui est de l'occupation du territoire en tant que tel, ça ne l'affecte pas vraiment ce modèle-là. Donc, on va sauter rapidement par-dessus pour passer à l'autre acte le plus important, l'acte de Québec de 1774. Pourquoi l'acte de Québec de 1774 est aussi important que ça? C'est parce que c'est ce qui va parler justement du maintien des lois françaises par les nouvelles autorités britanniques. Non, on le voit juste en dessous. La raison de ça, c'est qu'on est vastement plus nombreux qu'eux autres. Hein. Quand tu es 2000 contre 80 000, des 80 000 habituellement ont un fort avantage démographique. Donc, tu as tout le temps un petit peu plus intérêt à faire des concessions. Puis ça va être une des concessions qui va être faite. Ça va être le maintien de ces lois françaises-là. Les lois françaises, à l'époque, on appelle ça la coutume de Paris, évidemment, qui est héritée de la France, on parle de la coutume de Paris quand même. Qu'est-ce que ça régule? Ça régule à peu près tous les droits entre les individus au niveau au niveau légal, entre les époux et les épouses en cas d'union, de mort, bon, beaucoup moins de divorce, évidemment, est une société très, très catholique. Donc, c'est vraiment le recueil de droits civils qui était utilisé à Paris et qui va être transféré par la suite en Nouvelle-France. Bien, entre 1763 puis l'acte de Québec en 1974, pendant l'occupation britannique, la coutume de Paris, elle est interdite. Donc, on utilise seulement les lois anglaises. Bien, en 1974, dans une optique un peu d'apaiser la population canadienne, vastement plus nombreuse que la population britannique à l'époque, on va réinstaurer la coutume de Paris. Elle n'avait pas vraiment disparu, hein, parce que la coutume de Paris, c'est ce qu'on va retrouver dans les actes notariés, par exemple, en cas d'acte de mariage. Bien, les notaires canadiens, les notaires français, surtout, ce qu'ils connaissent, c'est juste ça. Hein. Quand ils continuent à travailler, bien, c'est ce qui va être utilisé encore. Donc, même si elle est abolie officiellement, officieusement, elle va être continuée à être utilisée par les notaires pendant cette période-là.
Donc, les conséquences immédiates de la conquête, au final, pour le régime seigneurial, ça va être qu'on va avoir une transformation des lois qui va se retransformer et qui va redevenir la coutume de Paris. Donc, tous ces changements-là, tous ces liens-là entre les personnes, ben, ça amène quand même un petit peu d'incertitude autour du régime. Ça va être ça le problème, c'est que la conquête, ça va être des problèmes pour le régime seigneurial, puis on se pose toujours des questions autour de sa survie. Ben, avec l'acte de 74, on a aussi un autre problème qui arrive, c'est que là, on a de plus en plus de gens qui se mettent à arriver des États-Unis parce qu'avec, évidemment, l'indépendance américaine, ben, on a les loyalistes qui, eux, veulent rester loyaux à la couronne britannique, qui vont donc venir s'installer dans le nouveau territoire qui est adjacent, il n'est pas trop loin, et qui est encore sous ces lois anglaises-là. Le problème, c'est que quand ils arrivent, on a conservé la coutume de Paris et les lois civiles françaises. Donc là, on a le problème où on a de plus en plus de Britanniques qui se mettent à arriver et qui ne perçoivent très mal le système seigneurial parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ce sont des sujets britanniques, donc ils utilisent le même système britannique que les nouvelles autorités. Ils n'ont jamais connu la teneur seigneuriale et de leur point de vue, elle est un petit peu injuste parce que qui ne peut pas accéder aux terres qu'ils veulent? C'est le seigneur qui les concède. C'est un commerçant britannique qui veut faire, peu importe, on est dans les années 1700, donc le commerce du bois, le commerce de la terre, le commerce de la fourrure, ben, pour y avoir accès à cette terre-là, il faut passer par ces concessions des seigneurs-là. Tu ne peux pas tout simplement arriver avec ton argent, avec ton commerce et t'approprier le territoire pour l'utiliser. Donc, d'un point de vue économique, le système seigneurial y amène quand même certaines entraves pour la population. On va continuer avec une tension comme ça entre les autorités britanniques et la population canadienne-française et la population canadienne-anglaise aussi, parce que chacun ayant ses revendications, les Canadiens français ayant un fort attachement au régime seigneurial, qui est le régime qu'ils ont toujours connu, qui leur permet en un certain sens de garder leur culture. C'est indirectement ce qui va les protéger de l'assimilation au complet. Puis de l'autre côté, on a une population britannique qui croit de plus en plus en ayant de plus en plus de récriminations au régime seigneurial, puis ils ne comprennent pas vraiment pourquoi une nation qui a perdu au final devrait garder beaucoup plus d'influence qu'une nation qui a gagné. Ce n'est pas logique de dire que c'est les perdants qui dictent un petit peu ce qui va se passer, mais par rapport au régime seigneurial, c'est ça qui arrive. Ces premières attaques-là officielles par le gouvernement vont arriver avec l'acte constitutionnel de 1791. Premièrement, parce qu'il amène des problèmes au niveau politique et territorial, les seigneurs étant des personnes très importantes au niveau politique, parce que c'est eux qui contrôlent le territoire, c'est eux qui vont avoir le plus d'influence, l'accumulation des richesses, des opportunités, ça se fait comme ça. Quand tu es la personne la plus importante sur ta seigneurie, c'est normal que ce soit toi qui ait le plus de pouvoir aussi à l'extérieur, parce que tu représentes un peu ce territoire-là. Cette force politique-là, elle va indirectement disparaître parce que c'est la création des premières chambres d'assemblée en 1792. Donc, on voit une montée, justement, comme l'avait mentionné M. Laberge, d'une bourgeoisie professionnelle qui va être de plus en plus constante avec, par exemple, les notaires et toute cette catégorie de gens-là. Eux, ils se mettent à avoir des carrières politiques, donc à avoir un pouvoir qui va contrebalancer celui des seigneurs. Bon. Ce n'est pas exactement entièrement comme ça que ça va se passer, étant donné qu'au final, si on a des chambres d'assemblée, ça implique qu'il y a des élections. Puis ce qui va arriver, c'est que c'est la nouvelle carte des seigneuries à peu près qui va devenir la carte des circonscriptions politiques avec les paroisses. Donc, les seigneurs ont toujours un avantage certain au niveau de la politique, puis vont avoir des facilités à se faire élire de cette manière-là. Donc, c'est juste une petite entrave. La vraie attaque contre le régime seigneurial, ça va être que désormais, toutes les nouvelles zones de colonisation, elles ne sont plus faites en seigneurie, elles sont faites en canton ou en township. Donc, elles sont libérées de cette tenure seigneuriale-là qui ne sera plus obligatoire sur le territoire. Sur cette carte-là, c'est très intéressant parce que c'est justement ce que M. Laberge mentionnait. On a ici notre espace seigneurial à la fermeture du cadastre en 1763. Donc, c'est ça à peu près qu'on a comme territoire des seigneuries. Là, on ne voit pas le Québec, on ne voit pas le Canada au complet, on voit la vallée du fleuve du Saint-Laurent tout simplement parce que c'est là qu'on s'installe. Le régime seigneurial, on le mentionne depuis 2 conférenciers, c'est un régime d'utilisation et d'exploitation de la terre. Tes terres, ce que tu veux, c'est qu'elles soient rentables et qu'elles soient fertiles. Les terres les plus fertiles et les plus rentables en Nouvelle-France et, indirectement au Canada par la suite, où est-ce qu'elles se trouvent? Autour des berges du Saint-Laurent. Donc, c'est là qu'on va retrouver la grande majorité du régime seigneurial. Cette carte-là qui est utilisée justement encore une fois par Benoît Grenier, donc pour éviter à vous mettre la référence, c'est lui qui l'a utilisée, elle est dans son livre, elle est actuellement dans mes notes, je vous la donnerai si ça intéresse par la suite pour que tous puissent aller la consulter. Autre élément relativement important, puis un petit peu plus anecdotique évidemment, on voit qu'il y a 3 gouvernements sur cette carte-là, donc le gouvernement de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec, c'est tout simplement comment on fonctionnait au niveau de la séparation pour les districts, donc c'est plutôt des districts qu'on devrait appeler ça de nos jours. Si vous aviez une seigneurie dans chacun des districts, vos actes notariés allaient être référencés aujourd'hui, par exemple, dans la BENQ de ce district-là. Donc, c'est vraiment au niveau de l'administration à l'époque, c'est là qu'on allait avoir les 3 grandes zones territoriales, soit la zone de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, évidemment. Ce régime seigneurial-là, comme j'ai dit, la dernière concession, elle arrête en 1762. Mais on a quand même des nouvelles zones de colonisation qui vont être amenées. Donc, j'en ai mis un exemple ici, les cantons.
bon, on appelle ça beaucoup plus des townships, mais on voit qu'il y a quand même une certaine différence au niveau de la séparation. Ce qui est assez intéressant, je vais prendre mon petit pointeur laser parce que j'aime bien ça. On voit juste ici qu'on a encore le reste de l'espace seigneurial qui continue et qui est délimité par cette ligne-là. Mais l'autre côté de cette ligne-là, la tenure seigneuriale, elle disparaît à peu près complètement. Donc, juste l'autre côté d'une ligne qui est à peu près tracée de manière imaginaire. On n'occupe plus, on n'utilise plus la terre de la même manière du tout. Puis même au niveau de la séparation, on voit que les cantons, ce n'est pas séparé du tout de la même manière que les seigneuries. Il y a une logique qui, lui, est propre. Puis même chose pour les seigneuries. Ils ne sont pas placés là de cette manière aléatoire-là. Ils ont toujours une logique derrière, même si elle nous échappe à un regard comme ça. Il y a toujours une raison pour qu'on place nos installations dans cet endroit-là. Évidemment, bon, dans un point de vue beaucoup plus absolu, c'est à cause de la fertilité des terres de la vallée du Saint-Laurent, mais il ne faut pas se dire que ce n'est pas pareil parce qu'il y en a un qui était nécessairement moins bon que l'autre. C'est juste que chacun utilisait une logique qui leur était propre. Bien, même à l'intérieur des cantons, on retrouve des différences entre chacun. Une fois qu'un canton est déterminé, on va retrouver un espace qui va lui être propre. Donc, les caractéristiques, par exemple, d'un canton en Estrie vont être tout à fait différentes des caractéristiques techniques d'un canton abitibien. Juste la grosseur des terres, elle ne sera pas pareille. J'ai les chiffres au hasard comme ça. Donc, c'est environ 11 000 par 11 000 dans les cantons estriens, tandis que dans les cantons abitibiens, on avait un espace de 10 000 par 10 000. Donc, encore là, il y a une logique de déplacement et de séparation du territoire. C'est toujours par rapport au nombre de lots. Dans les cantons de l'Estrie, il y a 308 lots en vente, tandis que dans les cantons de l'Abitibi, il y en a 620. Ce n'est pas du tout la même séparation des terres parce qu'on a beaucoup plus de cantons à placer en Abitibi avec un espace qui est au final à peu près identique de 25 900 hectares, ce qui est assez volumineux quand même, admettons-le. Mais même à l'intérieur des cantons, on retrouve déjà des séparations. En plus de comparer ça avec des différences du régime seigneurial, on voit bien que c'est à peu près pas la même chose. La terre, elle n'est pas occupée, elle n'est pas utilisée du tout de la même manière. Donc, maintenant qu'on a passé nos deux belles cartes des townships, il y a un autre élément assez intéressant qui va arriver, c'est qu'au tournant du siècle, on a beaucoup de transformations au niveau de la société rurale canadienne. Premièrement, parce qu'on a un gros boom de population. Il y a des gros tournants démographiques qu'on va avoir au début du 19e siècle. Puis il y a aussi une acquisition massive des seigneuries par des bourgeois d'origine britannique. C'est vraiment une expansion économique de la seigneurie qui devient maintenant un centre économique très qui l'était déjà évidemment, mais là, ça devient un centre économique pour les commerçants britanniques qui, eux, essayent d'acquérir de plus en plus de territoires. Puis comme je l'ai mentionné, les terres les plus accessibles et les plus rentables, ça va être celles des berges du Saint-Laurent. Donc, comment que ça va fonctionner dans ce temps-là, étant donné que ces commerçants-là ne peuvent pas acheter directement une terre à un seigneur? C'est beaucoup plus simple, on achète directement l'acte de seigneurie. Donc, soit on se fait concéder des terres en grande partie qu'on va racheter par la suite, ou on achète directement une seigneurie. Ça va être le cas de la seigneurie de Beauharnois en 1795 qui va être achetée par Alexander Ellis, qui est évidemment un Britannique à l'époque. Donc, il y a plusieurs processus comme ça. Ça peut être des fois un rachat partiel d'une seigneurie, donc un quart, un tiers, une demi, où on achète littéralement complètement le territoire seigneurial et on l'utilise désormais à notre propre bénéfice. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on en veut au final. On va y revenir un petit peu plus tard, mais M. Laberge l'a déjà mentionné, cette acquisition de seigneurie-là par des bourgeois britanniques, elle va amener un durcissement du régime seigneurial parce que l'optique dans l'acquisition de ces seigneuries-là, c'est le monopole des ressources et l'enrichissement, évidemment. Le but, c'est de devenir le plus riche possible, des fois, ce qui va amener à des pratiques pas nécessairement plus ou moins douteuses, mais qui vont être beaucoup plus dures pour la paysannerie, qui vont se retrouver un petit peu plus effilées au niveau de ses rendements, ses rentes, puis ses sens. Ce ne sera pas seulement la bourgeoisie britannique qui va tenter d'accueillir des seigneuries au tournant du siècle. On va retrouver ça aussi beaucoup chez la bourgeoisie canadienne-française. Parce que là, la seigneurie, ça reste un moyen d'ascension sociale, d'enrichissement pour absolument tout le monde. N'importe qui obtient une seigneurie qui est déjà peuplée ou qui ne l'est pas nécessairement, obtient aussi le monopole sur ses terres. Donc, on peut en faire à peu près ce qu'on veut au final. Je vais en prendre un exemple très récent de Maude Flamand-Hubert qui va étudier le cas de Louis Bertrand, l'île verte entre 1811 et 1871. Louis Bertrand, c'est un meunier, c'est pas quelqu'un qui est très riche à la base, mais c'est quelqu'un qui va être en affaires. Ce qui va être important, c'est qu'il va s'établir premièrement en 1811 dans la seigneurie de l'île verte, puis qu'il va commencer progressivement à se munir de ces terres-là une à une, jusqu'en 1849, où il va devenir le seul propriétaire de cette seigneurie-là, éventuellement, qui est quand même un fief de 2500 personnes. C'est un excellent moyen d'enrichissement parce que ça vaut très cher une seigneurie comme ça, parce qu'on a quand même la rente. J'ai changé de diapositive accidentellement. On a quand même la rente, la cense, les ventes qui vont se passer sur toutes ces terres-là. Parce que le régime seigneurial, de où on tient majoritairement nos revenus, c'est que quelqu'un qui occupe une censive, donc une terre concédée, doit chaque année annuellement un cens et une rente qui sont
premièrement, un sens symbolique qui sert surtout à montrer la terre appartenant au seigneur, donc qui est beaucoup plus moindre que la rente. Mais la rente, elle, qui est le droit d'occupation de la terre, qui est quand même une source de revenus assez important pour les seigneurs. Ça aussi, on va revenir un petit peu plus tard avec un exemple parce que c'est toujours plus intéressant de voir ces chiffres-là. Mais en plus de ça, comme on a mentionné, il y a une accumulation de pouvoir et surtout de devoirs entre chacun qui s'en vient avec une terre. Donc, justement, il y a plusieurs sommes qui vont rentrer. Quand il y a une vente d'une terre qui est faite, possédée par un seigneur, bien, cette vente-là, il y a un pourcentage qui s'en va directement dans les poches du seigneur. Donc, c'est un excellent moyen d'enrichissement, mais pas pour tous, parce que comme on l'a mentionné, il n'y a pas vraiment d'homogénéité chez les seigneurs. Il y a des seigneurs qui ont des seigneuries de 2500 habitants, on a des seigneurs qui ont à peine 15 personnes sur leur seigneurie puis qui sont complètement illettrés. Donc, on n'a pas la même représentation des seigneurs dans toutes les seigneuries. Donc, justement, on a des cas beaucoup plus particuliers d'élévation sociale comme ça, puis on a des cas complètement inverses parce que ça va être la faillite puis la fin d'une famille parce qu'on n'est pas capable de rentabiliser notre terre. Ça dépend tout le temps de comment on exploite et qu'on positionne son territoire au final. Bien, ces transformations-là du régime, elles vont amener à beaucoup de critiques. Parce que là, bon, dès le début de la conquête, on l'a mentionné, les loyalistes arrivent puis ils commencent à alimenter ces débats-là, puis on va en voir beaucoup en politique. On va voir que les seigneurs britanniques et les seigneurs canadiens-français, ils vont être en opposition sur plusieurs points. Ils n'ont pas des optiques économiques du tout similaires. Les seigneurs canadiens-français, eux, voulant conserver la majorité du temps le régime seigneurial qui l'avantage grandement, il garantit leur monopole et leur exclusivité sur le territoire, tandis que les marchands britanniques, de l'autre côté, eux, voudraient bien rendre la terre en frein commun stockage parce que là, elle serait accessible et droit de tous. Donc, n'importe quel paysan ou habitant, si on veut l'appeler comme on veut, qui aurait une terre qui se déciderait de la vendre à un commerçant, bien, il pourrait la racheter par la suite, ce que le régime seigneurial ne permet pas. C'est seulement le seigneur qui peut ça. Donc, cette augmentation-là de la bourgeoisie, autant canadienne, française et anglaise, elle va amener ces récriminations-là. On a longtemps pensé en historiographie que c'était vraiment deux camps assez séparés, avec les Canadiens anglais qui voulaient vraiment l'abolition et de l'autre côté, les Canadiens français qui, eux, voulaient un maintien complet du régime seigneurial. Mais on se rend compte que, encore une fois, l'homogénéité, elle avait été un petit peu exagérée, puis qu'au final, les seigneurs, ils ont toutes des volontés différentes. Il y a certains seigneurs canadiens-français qui vont vouloir une abolition, tandis que certains seigneurs canadiens-anglais qui, eux, vont préconiser un maintien du régime seigneurial. Ça dépend toujours de l'exploitation qu'on en a de notre seigneurie, puis aussi qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, ça fait que, malgré l'origine ethnique, ce ne sera pas vraiment un conflit qui est séparé de ces deux côtés-là. Ça va être beaucoup plus un conflit qui va être séparé des niveaux économiques. Donc, les gens qui veulent acheter des seigneuries pour s'en enrichir, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vouloir les conserver, étant donné l'avantage économique et aussi politique et judiciaire que ça leur amène directement sur le territoire. Bien, ce durcissement-là, on va le voir à peu près 3 éléments assez répandus. La spéculation foncière des terres. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'éventuellement, quand les marchands britanniques ils se mettent à acquérir ces terres-là, bien, le but, c'est d'en faire le plus d'argent possible. Donc, les terres très, très rentables, elles vont monter de prix assez rapidement parce que, justement, bien, les gens vont se les arracher avec l'augmentation assez massive de la population avec la croissance démographique. Ça fait qu'il y a de moins en moins de terres fertiles, on l'a mentionné. Dans ce temps-là, bien, les gens ils vont quitter. Donc, les terres, en plus d'être de moins en moins disponibles, sont aussi de plus en plus chères parce qu'on veut les rentabiliser. Donc, on voit vraiment un départ massif des seigneuries dans le début des années 1800, donc 1810, 1830 environ, qu'on va retrouver ces départs-là. Bien, en plus de ce durcissement-là, on va avoir une gestion qui est très, très, très sévère de la part des seigneurs nouvellement arrivants, donc la majorité du temps chez les bourgeois, parce que là, il y avait un petit peu plus de laxisme à l'époque au niveau de la gestion seigneuriale. Quand tu as un seigneur britannique en 1760 qui n'est jamais venu en Nouvelle-France, qui achète une seigneurie puis qui n'a jamais l'intention de redescendre ici, un petit peu plus difficile de récolter la rente puis la cens parce qu'il faut aller faire ça au manoir seigneurial. S'il n'est jamais là, bien, il y a certains paysans qui ont plus de liberté au niveau de ce paiement de ces rentes et de ces censes-là. Le problème, c'est que quand ton seigneur il est là pour enrichir ta terre, craignez pas que si votre rente est due le 19 août, il va être là le 19 août puis il va vous la demander direct. Donc, on a une gestion qui est beaucoup plus sévère de ces terres-là désormais, qui fait que justement, le régime seigneurial, on en voit un durcissement, puis on en voit qu'il y a certains paysans qui étaient habitués à un certain laxisme qui, là, cette liberté-là, elle disparaît assez abruptement parce que là, le but, c'est la productivité puis de rentrer l'argent à l'intérieur de la seigneurie. Bien, indirectement aussi, on va voir un petit parallèle. On a une augmentation des rentes et des censes. À partir du moment où tu as ton titre de seigneurie, oui, il y a une rente et une cens qui est attribuée, mais on peut l'augmenter de plusieurs manières. Donc, manières qui vont être très, très utilisées par les commerçants, évidemment, dans une optique, encore une fois, de rentabiliser parce que, bon, l'exploitation qu'il y en a, c'est tel que tel, mais les rentes et les censes, ça va être une très, très grande partie de
la rentabilité d'une seigneurie, c'est que chaque année, avec juste des revenus passifs, tu as plusieurs dizaines de milliers de dollars pour la majorité des seigneuries qui vont rentrer directement dans les poches des seigneurs. C'est sûr que ça demande une gestion puis une administration de ce territoire-là, mais on va quand même retrouver une augmentation assez élevée. Pour vous donner un chiffre assez concret, là, entre 1840 et 1843, il y a 20 des actions en cours qui sont intentées par des seigneurs envers des censitaires qui ne payent pas. Fait que le 5e des personnes qui passent là-bas, c'est pour des mauvais payeurs, justement. Donc, on voit vraiment une augmentation de ces recouvrements de sommes-là. C'est pas tout le monde qui peut les payer. Puis quand tu as des dettes, ça fait plus s'accumuler que disparaître mystérieusement. Donc, très, très, très difficile pour la paysannerie de se sortir de cette difficulté-là à cause que les seigneurs, c'est pas autant leur allié que ça qu'on pourrait penser à l'intérieur du régime seigneurial. Le gouvernement va avoir une réponse à ça, parce qu'évidemment, les seigneurs ne sont pas seuls à décider ce qui se passe sur le territoire. Il y a un gouvernement qui est mis en place qui s'occupe du monde politique. Il y a 2 commissions d'enquête, une en 1801 et une en 1821 qui vont être mises en place, puis il n'y en a pas une des deux qui a la même conclusion. La première en 1801 va être en faveur de l'abolition du régime seigneurial pour donner vraiment un avantage à cette arrivée-là massive de loyalistes et de commerçants britanniques qui commencent à arriver justement au début du 19e siècle. Puis la deuxième, à l'inverse, qui sort 20 ans plus tard, va déterminer que ce ne serait pas sage, en fait, d'abolir le régime seigneurial, la tenure, parce que justement, les paysans sont habitués à ça, puis ça pourrait entraîner des révoltes de l'abolir. Donc là, on fait 2 commissions d'enquête qui n'ont même pas la même idée. Ce n'est pas très, très bon pour décider ce qu'on va faire avec au final. En 1832, on a une loi qui va être passée, qui est la loi de commutation, qui donne le droit de commuer son domaine en francs et commun stockage quand on est un seigneur. Ce qui arrive, c'est que pour faire ça, il faut donner une compensation monétaire à ce seigneur-là, qui est un équivalent qui est calculé, je vous passerai le calcul, par rapport à la rente puis au sens. Si on augmente le fardeau féodal tout le temps, c'est de plus en plus dur, tu ne pourras pas la racheter ta terre parce que c'est plusieurs années de rente consécutives. Si tu as déjà de la misère à payer annuellement, tu ne payeras pas 15 ans d'affilée d'un coup. Donc, cette stratégie-là, elle ne sera pas utilisée vraiment. La majorité des gens qui vont utiliser la loi de commutation de 1832, ce ne seront pas des paysans du tout. Ça va être pour la majorité du temps des individus de la classe bourgeoise ou des seigneurs tout simplement assez fortunés parce que c'est un processus qui est assez cher. Bon. La prochaine section, elle va être un petit peu discutable, étant donné que le durcissement du régime seigneurial, il y a plusieurs personnes qui vont associer ça à un caractère anti-seigneurial des rébellions patriotes, oui ou non. Le consensus qui en était fait initialement, c'est qu'il n'y avait pas de caractère anti-seigneurial de ça, mais ça l'a changé un petit peu dans les dernières années, particulièrement avec le livre d'Alan Greer, un historien canadien-anglais qui va étudier justement les patriotes et plus spécifiquement le district de Montréal avec le durcissement du régime seigneurial. Puis ce qu'il va venir se rendre compte, c'est que malgré ce qu'on pourrait dire, le durcissement du régime seigneurial va donner un caractère anti-seigneurial aux rébellions parce qu'il y a quand même ce durcissement-là qui va rajouter un fardeau sur la paysannerie. On a évidemment des crises agricoles aussi qui vont faire face. Donc là, on est dans une paysannerie qui est très, très, très opprimée puis qui, en plus de ça, va voir une opportunité de s'échapper de faire ça. Évidemment, ce ne sera pas le cas de toutes les seigneuries, mais il y a certaines seigneuries dans lesquelles on va retrouver des insurrections patriotes avec un caractère très, très anti-seigneurial, où est-ce qu'on va voir l'invasion de la propriété des seigneurs de manière assez violente par les insurrectionnaires, justement. Ce ne sera pas juste dans le cas des seigneurs laïcs. Là, on va retrouver, par exemple, les sulpiciens du district de Montréal vont quand même avoir certaines craintes au niveau des invasions patriotes, puis ils craignent même que leur seigneurie soit pillée par les patriotes. Donc, on voit que même du côté de l'Église, il y a quand même un certain caractère antiseigneurial au niveau de ces seigneuries-là. Ce n'est pas répandu partout. Ce n'est pas ce que je veux dire que dans toutes les seigneuries de l'époque, quand il y avait une insurrection patriote, c'est parce que c'était pour mettre fin au régime seigneurial. Mais il y a quand même une dimension, minime soit-elle, qui est liée aux insurrections patriotes, qui est très, très liée à ces contestations-là et à ce durcissement-là du régime, parce que plus tu rends la vie difficile à des habitants, mais plus il y a de chances, évidemment, qu'une rébellion en produise. Puis le durcissement du régime va quand même assez frapper difficilement les paysans de l'époque, les habitants de l'époque au Canada dans le temps. Donc, il y a quand même cette espèce de caractère et de sentiment-là qui peut être retrouvé, même si là, il faut faire attention justement à ne pas globaliser ce sentiment-là qui va se retrouver seulement dans certaines seigneuries et pour la majorité dans le district de Montréal. C'est le seul où on va retrouver des élévations comme ça. Pour les autres, très peu de caractère antiseigneurial, effectivement. Ce que ça va amener, c'est qu'éventuellement, le régime seigneurial, vous avez vu la page du début, il y avait une date de fin. C'est en 1854 que l'acte d'abolition va être officiellement fait. Puis là, on va pouvoir faire un retour à un beau mot qu'on a utilisé tantôt, les halleutiers. Ça, on voit justement que l'acte d'abolition de 1854, il ramène les terres en francs et allures roturiers, comme l'étaient déjà les terres d'Ancien Régime en France. Donc là, on passe d'un régime en 1854 qui est utilisé par la France dans une optique plus ou moins colonisatrice et mercantile pour le territoire ici, qui va être repris par un pays qui n'a plus du tout un
système seigneurial comme ça et qui va être aboli pour revenir à un modèle qui n'était pas initialement utilisé ici, mais qui est d'origine de France encore une fois. Donc, il y a vraiment un gros parcours du régime seigneurial derrière, puis il y a beaucoup de liens à en faire. Bien, évidemment, les débats qui sont autour de ça, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le régime seigneurial, parce que ça coûte cher, ça coûte pas cher, il y a des gens qui perdent là-dedans, puis il y a des gens qui gagnent. Le gouvernement, ce qu'il va décider, c'est que pour compenser les seigneurs qui perdent leurs droits seigneuriaux, ça va être partagé entre eux et les censitaires. Donc, les censitaires vont devoir payer quelque chose un petit peu plus loin qu'on va voir, tandis que le gouvernement, lui, met un fonds en place d'environ 10 millions de dollars qui va être réparti entre les différentes seigneuries par rapport aux droits de lods et de vente. Donc, je vais vous donner un exemple juste par la suite. On a ici la fin du cadastre de 1863 de la seigneurie de Bon-Secours, une des seigneuries de Gaspard-Aimé Massieu qu'on a vu. Donc, on peut voir en plein milieu, ici, on va prendre le pointeur laser, on peut voir qu'il y a ici les 3 sommes qui vont être données pour le seigneur, justement, à l'abolition. On a un 12 247 $ de valeur des censes puis des rentes. Comment c'est calculé, ce phénomène-là? C'est facile, c'est que les paysans, au moment de l'abolition, ils ont 2 choix. Soit ils payent 17 années consécutives de rente pour le rachat complet de leur terre, ou ils continuent à payer une rente constituée à perpétuité, jusqu'à ce qu'ils soient capables de racheter la somme de 17 années de rente. Donc ça, ce que ça veut dire à perpétuité, ça veut dire pour toujours. Hein. Il n'y a pas vraiment d'augmentation de ces prix-là, mais si vous deviez payer une vente en 1854 et vous ne l'avez toujours pas payée 100 ans plus tard, bien, cette rente seigneuriale-là, elle existe toujours. C'est à prendre avec un grain de sel parce qu'il va y avoir aussi une loi spéciale qui va être mise en place pour dire que si on ne récolte pas, si le seigneur ne vient pas demander cette rente-là 5 années consécutives à la fermeture du cadastre, ces censes et ces rentes-là seigneuriales sont abolies. Donc, si le seigneur ne les réclame pas, ben, on n'aura pas besoin de les payer, puis il n'y aura pas de surprise 100 ans plus tard que, salut, tu as 100 ans d'intérêt de censes et de rentes à payer. Ça disparaît complètement. Ben, le gouvernement, lui, ce qui s'engage à payer, c'est la valeur des lots puis des ventes. Donc, tous les équivalents de ventes qu'on aurait sur une seigneurie quand vous vendez le territoire, ben, c'est le gouvernement qui va se donner le devoir de payer ça. Donc, on voit quand même que pour une seigneurie là, je vous le dis, vous ne le savez pas, mais moi, oui, évidemment, c'est une seigneurie de 574 concessions, donc 574 terres qui va quand même ramener 30 729 $ au moment de l'abolition, ce qui est quand même une somme, soyons honnêtes, assez considérable et plus particulièrement pour l'époque. Bien justement, la rente constituée, elle est à perpétuité. Donc, le régime seigneurial, malgré son abolition en 1854, il continue. On en a des persistances jusqu'en 1970, qui est le dernier moment où on va payer une rente seigneuriale, ce qui n'est pas si loin que ça. Hein. Il y a environ 51 ans, on payait encore des rentes d'un système qui a été aboli il y a 120 ans avant le moment de ce paiement de cette rente-là. La fin du régime seigneurial, ça va à peu près dater de ce moment-là, en 1970-1974, où est-ce que la dernière rente va être payée, où est-ce que justement le livre sur les rachats des rentes mis en place par le gouvernement à l'époque de l'abolition va être fermé officiellement. Hein. Le livre qui avait été officiellement présidé par Louis-Hippolyte Lafontaine lors des 2 premières séances du gouvernement sur l'abolition, justement sur les tenures qu'on allait avoir par rapport à ça. Ben, c'est un système qui va être en activité extrêmement longtemps. Hein. On parle déjà qu'en 1930, il y a encore 60 000 personnes qui payent une rente seigneuriale, soit 3,5 millions de dollars. On est en 1930, un système qui est déjà fermé depuis 80 ans. Bien, surprenamment, on en a des rémanents comme ça pendant presque une centaine d'années. Donc, c'est un système qui est là très, très, très longtemps, autant au niveau de l'histoire, mais qui est encore très d'actualité dans les recherches historiques. Ici, il y a encore beaucoup de choses à faire autour du régime seigneurial parce qu'on ne peut pas avoir tout étudié ça. C'est absolument impossible. C'est un système qui touche absolument toute la vie de la Nouvelle-France puis du Canada à l'époque, puis qui continue même après son abolition à laisser des traces dans l'histoire. On a étudié beaucoup de choses, évidemment, sur le régime seigneurial, mais il nous en reste encore vraiment beaucoup à voir sur à peu près tout ce qui touche. Il y a toujours des petites spécificités qu'on va aller chercher. C'est ce qui est intéressant en histoire au final, c'est qu'on peut toujours aller chercher plus creux pour essayer de trouver quelque chose. C'est à peu près là-dessus que je voulais conclure. Évidemment, je vous ai mis ici une carte des seigneuries de Gaspard-Aimé Massieu, hein, donc les 4 seigneuries qu'on a ici, qui sont dans le Richelieu, juste sur le côté de la rivière Amaska. Donc, point intéressant comme ça à vous montrer les seigneuries que personnellement je vais étudier. Évidemment, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là d'avoir parlé, puis ça reste quand même l'étude d'un système qui a pratiquement été 250 ans en activité ici, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, puis j'espère que ça va donner le goût à plusieurs personnes, évidemment, de se pencher et peut-être de se poser des nouvelles questions sur ce régime seigneurial-là, qui au final, on en a vu beaucoup, mais il en reste encore beaucoup à voir. Merci beaucoup, Alexandre. Ben, ça me fait plaisir. Très belle recherche que tu fais là, très belle synthèse que tu nous donnes, je pense. Avec mes humbles connaissances là-dessus, c'est pas vraiment mon sujet d'expertise, mais je pense que la plupart des gens au Québec, puis dans le monde francophone, devraient être intéressés
par toutes ces connaissances-là en fait, qui donnent un peu plus de sens hein, à notre grand passé qui a touché probablement l'ensemble de nos familles pour la plupart d'entre nous. Puis qu'il y a eu justement des relents, ce qu'on voit quasiment sous le gouvernement de Bourassa dans les années 70 et même, je pense, René Lévesque peut-être, mais euh, donc on voit que les conséquences de l'abolition du régime, puis en général du régime en tant que tel, touchent vraiment notre Québec moderne, contemporain du 20e siècle. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup.